Je suis Ernesto, 32 ans, un ingénieur logiciel à Austin qui s'est construit une vie que la plupart envieraient. Élevé dans une famille de la classe moyenne supérieure, je me suis toujours senti comme une seconde pensée par rapport à ma sœur cadette, Bella. Malgré mes réussites, mes parents m'ont constamment négligé. Le schéma est devenu parfaitement clair lorsqu'ils ont ignoré mon anniversaire pendant 5 années consécutives, puis ont offert à ma sœur, qui venait à peine d'obtenir son diplôme, un SUV de luxe valant plus que mon salaire de première année. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était ma réponse. Un silence complet qui finirait par les faire paniquer. Avant de plonger dans la façon dont tout s'est effondré, dites-moi d'où vous regardez. Et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Ayant grandi dans notre maison de banlieue du Connecticut, mon enfance semblait normale au début. Mon père, Robert, travaillait comme banquier d'investissement, faisant de longues heures mais s'efforçant d'assister aux activités du week-end lorsque c'était possible. Ma mère, Diana, dirigeait son entreprise de design d'intérieur depuis la maison, s'assurant que notre maison était toujours impeccable pour les clients potentiels. Pour les étrangers, nous semblions être la famille américaine parfaite. Quand j'avais 4 ans, ma sœur Bella est née. Mes parents l'appelaient leur bébé miracle car ma mère avait connu plusieurs complications pendant la grossesse. Je me souviens du jour où ils l'ont ramenée à la maison, enveloppée dans une couverture rose avec un petit bandeau à nœuds. À cet âge, j'étais excité d'avoir une petite sœur et je ne comprenais pas encore comment son arrivée allait remodeler ma place dans la famille. Les premiers signes sont apparus subtilement à l'école primaire. Quand j'ai ramené un bulletin avec que des A en 2e année, ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est bien, chérie », avant de retourner aider Bella à colorier. La même semaine, Bella a dessiné une famille de bonshommes allumettes qui ressemblaient à peine à des humains, et mes parents l'ont encadrée, appelant tout le monde qu'ils connaissaient pour parler du talent artistique de leur fille. Mon père annulait nos entraînements de baseball prévus parce que Bella avait des cours de danse qui prenaient soudainement la priorité. Ma mère me faisait taire pendant le dîner quand j'essayais de parler de ma victoire au concours d'orthographe parce que Bella racontait une histoire décousue sur sa journée à la maternelle. De petits moments se sont accumulés en un schéma que je ne pouvais pas encore nommer. À l'âge de 10 ans, j'avais développé une stratégie. Exceller en tout. Si être moyen ne suffisait pas à attirer leur attention, peut-être qu'être exceptionnel le ferait. Je me suis jeté à corps perdu dans les études, en particulier les mathématiques et les sciences, où mes capacités naturelles brillaient. J'ai rejoint tous les clubs académiques, participé à des concours scientifiques et passé des heures à perfectionner des projets. Mon projet de foire scientifique de 3e année sur la croissance des plantes a remporté une reconnaissance de district. Mes parents ont assisté à la cérémonie, mais sont partis tôt parce que Bella avait un léger rhume. En 5e année, j'ai obtenu des notes parfaites au test d'évaluation de l'État. Le directeur a personnellement appelé mes parents pour les féliciter. Ils l'ont brièvement mentionné au dîner, puis ont passé 20 minutes à discuter de la participation de Bella à la pièce de l'école où elle avait 2 lignes en tant qu'arbre. La seule personne qui a reconnu mon potentiel était mon grand-père maternel, Thomas. Ingénieur électricien à la retraite, il s'intéressait sincèrement à mes activités académiques. Quand j'ai eu 12 ans, il m'a donné mon premier livre de programmation et un vieil ordinateur qu'il avait remis à neuf spécialement pour moi. « Ton esprit fonctionne différemment, Ernesto », m'a-t-il dit un après-midi en m'enseignant les principes de base du codage. Tu vois des schémas et des solutions là où d'autres voient des problèmes. Ne laisse personne éteindre cette lumière en toi. Sous sa direction, j'ai créé mon premier programme simple en quelques semaines. Grand-père Thomas est devenu mon véritable mentor, le seul adulte qui semblait sincèrement investi dans mon développement. Pendant les vacances d'été, je passais des semaines dans son chalet au bord du lac à apprendre l'ingénierie, l'informatique et la résolution de problèmes. C'étaient les moments où je me sentais vraiment vu et valorisé. Le lycée a intensifié à la fois mes réussites et le traitement désespéré. J'ai suivi tous les cours avancés disponibles, mené l'équipe de robotique au championnat d'État et maintenu une moyenne parfaite tout au long des 4 années. En terminale, j'étais major de promotion avec des offres d'admission de plusieurs universités prestigieuses, dont le MIT, qui offrait une bourse au mérite substantiel. Pendant ce temps, Bella avait du mal avec les cours de base et avait besoin de tuteurs pour les classes standards. Pourtant, chaque petite amélioration de ses notes était célébrée de manière extravagante. Quand elle a finalement obtenu un B en anglais après avoir précédemment échoué, mes parents ont emmené toute la famille dans un restaurant cher.
ma lettre d'acceptation au MIT a mérité de rapides félicitations et une discussion sur la manière dont ils allaient gérer le dépôt de Bella à son camp de danse le week-end de mon orientation. Le schéma est devenu impossible à ignorer lorsque mes parents ont manqué ma cérémonie de remise de prix pour l'excellence académique pour assister au récital de danse de Bella où elle se produisait au dernier rang d'un numéro de groupe. Le directeur a demandé où était ma famille alors qu'il me remettait le prestigieux certificat de bourse. J'ai marmonné quelque chose comme quoi ils étaient coincés dans les embouteillages, bien que la vérité soit qu'ils n'avaient même pas essayé de venir. Ce soir-là, mon ami Marcus est venu célébrer avec une pizza. Il avait assisté à la cérémonie seul pour me soutenir, prenant des photos et applaudissant bruyamment lorsque mon nom a été appelé. Alors que nous étions assis sur le porche arrière, il a finalement dit ce que je pensais depuis des années. Tes parents ne te traitent pas bien, mec. J'observe ça depuis des années, et c'est n'importe quoi. J'ai essayé de les défendre avec des excuses bien rodées. Ils étaient occupés. Bella avait besoin de plus d'attention. J'étais autonome. Marcus a secoué la tête. Ma mère et mon père travaillent 60 heures par semaine et ne manquent jamais rien d'important pour moi ou mes 3 sœurs. Être occupé n'est pas le problème. Ils font du favoritisme, et ça craint. Sa famille m'avait toujours accueilli chaleureusement. Sa mère m'invitait fréquemment à dîner, posant des questions réfléchies sur mes intérêts et mes réussites. Son père m'a aidé à postuler pour des bourses et m'a offert des conseils pratiques sur la vie. Dans leur modeste maison, j'ai expérimenté ce que le soutien familial devrait être, inconditionnel et constant. Au moment de la remise des diplômes, j'avais accepté que ma place dans ma famille biologique serait toujours périphérique. J'ai prononcé mon discours de major de promotion sous les applaudissements nourris des enseignants et des camarades qui reconnaissaient mon travail acharné. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard, manquant la moitié de mon discours parce que Bella avait changé de tenue 3 fois avant d'accepter de venir. Alors que je me préparais à partir pour le MIT, j'espérais que la distance physique pourrait améliorer notre relation. Peut-être qu'ils m'apprécieraient davantage lorsque je ne serais pas constamment présent, servant de rappel de leurs affections inégales. Arriver au MIT, c'était comme prendre ma première grande respiration après des années de respiration superficielle. Mon dortoir est devenu le foyer de 4 autres étudiants en ingénierie qui sont rapidement devenus des amis proches. Nous partagions des intérêts similaires, nous nous défions intellectuellement et formions un système de soutien solide. Pour la première fois, je vivais parmi des gens qui appréciaient les qualités mêmes que mes parents avaient négligées. Mon colocataire Jackson est particulièrement devenu un frère de cœur. Il venait d'une grande famille bruyante du Michigan qui m'a immédiatement adopté dans leur giron lors du week-end des parents, alors que ma propre famille n'avait pas fait le voyage. Un problème de voiture, avait expliqué ma mère au téléphone, bien que l'Instagram de Bella les montrait au match de football de son lycée où elle était pom-pom girl. Alors que les contacts avec mes parents se réduisaient à des SMS occasionnels et de brefs appels mensuels, je m'épanouissais dans mon nouvel environnement. Mes professeurs ont reconnu mon aptitude pour la pensée algorithmique et l'architecture logicielle. Dès la 2e année, j'ai été sélectionné pour un programme de recherche spécialisé, habituellement réservé aux étudiants diplômés. Les vacances d'été présentaient un choix. Rentrer à la maison ou accepter un stage dans une grande entreprise de technologie en Californie. La décision est devenue simple lorsque mes parents ont mentionné qu'ils emmenaient Bella en vacances en Europe pour élargir ses horizons, avant ses candidatures à l'université. Ils n'avaient pas envisagé de m'inclure dans ses plans, j'ai donc accepté le stage sans hésitation. Ces 12 semaines dans la Silicon Valley m'ont ouvert des portes que je n'avais pas imaginées possibles. Mon superviseur, Julian, est devenu un autre mentor important, me présentant à des leaders de l'industrie et m'impliquant dans des projets dépassant l'expérience typique d'un stagiaire. À la fin de l'été, j'avais aidé à développer une fonctionnalité qui serait finalement implémentée dans le produit phare de l'entreprise. Tu as un esprit inhabituel, Ernesto, m'a dit Julian lors de mon évaluation de performance. Tu résous les problèmes différemment des ingénieurs avec des décennies d'expérience en plus. Ne gaspille pas ce don quelque part où on ne l'apprécie pas. Quand je suis revenu pour ma 3e année, j'ai redoublé d'efforts dans mes cours et mes recherches. Mes parents appelaient rarement pour prendre des nouvelles de mes progrès, mais mon grand-père est resté mon fidèle supporter, m'envoyant des lettres encourageantes et appelant chaque semaine pour discuter de mes projets et de mes plans. La dernière année a apporté des offres d'emploi des meilleures entreprises technologiques des mois avant la remise des diplômes. J'ai accepté un poste dans une entreprise prestigieuse à Austin, attiré par leur approche innovante et la communauté technologique dynamique. Quand j'ai appelé mes parents avec la nouvelle,
la réponse de mon père a été révélatrice. C'est bien, mon fils. As-tu entendu que Bella a été acceptée à l'université d'État? Nous sommes si fiers d'elle. Ta mère l'aide à planifier sa chambre de dortoir toute la semaine. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec les honneurs appropriés. Alors que j'attendais avec mes camarades diplômés, j'ai scruté la foule à la recherche de ma famille. Ils avaient promis de venir, mais au début de la cérémonie, leur siège restait vide. À mi-parcours, je les ai aperçus se glissant au dernier rang. Ils avaient manqué la remise des distinctions spéciales, où j'avais reçu 3 distinctions, y compris le prix de la plus haute réussite du département. Plus tard, alors que nous prenions des photos, ma mère a expliqué qu'ils étaient en retard parce que Bella ne trouvait pas les bonnes chaussures pour aller avec sa robe. Mon père a regardé sa montre à plusieurs reprises pendant le déjeuner, mentionnant qu'il devait bientôt reprendre la route pour aider Bella à se préparer pour son bal de fin d'année le week-end suivant. Grand-père Thomas, qui était arrivé un jour plus tôt et m'avait emmené dîner pour célébrer en privé, a observé cette interaction avec des yeux tristes. Alors que mes parents et ma sœur partaient, il a posé sa main sur mon épaule. Leurs limitations ne sont pas de ta faute, Ernesto. Certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà de certains schémas qu'elles ont établis. Construis ta vie pour toi-même, pas pour leur approbation. J'ai pris son conseil à cœur en déménageant à Austin et en commençant ma carrière. L'entreprise a rapidement reconnu mes talents, m'assignant à des projets hautement prioritaires quelques mois après mon arrivée. À 26 ans, j'avais été promu 2 fois et dirigeais une petite équipe développant des solutions innovantes pour l'infrastructure cloud. Mon premier appartement était un modeste 2 pièces que j'ai acheté sans aide parentale à 24 ans, en utilisant les économies de mes stages et ma prime d'embauche. Quand je leur ai envoyé des photos, ma mère a répondu par un SMS disant « Ça a l'air sympa », suivi immédiatement de photos de la chambre de dortoir de Bella qu'ils avaient décorée à grands frais. Malgré la persistance du schéma, j'ai maintenu le contact et tenté de construire une relation d'adulte avec ma famille. À Noël, je rentrais en avion avec des cadeaux soigneusement sélectionnés. Une rare première édition d'un livre de design que ma mère avait mentionné une fois, des boutons de manchette personnalisés pour mon père avec le logo de son alma mater, et des billets de concert pour Bella pour voir son groupe préféré. Mes efforts ont été accueillis avec l'appréciation tiède habituelle. Mes propres cadeaux étaient prévisiblement génériques. Un pull de grand magasin, des cartes cadeaux standards, des articles qui nécessitaient un minimum de réflexion ou d'effort. La disparité est devenue particulièrement évidente lorsque Bella a déballé un ordinateur portable flambant neuf et un sac à main de créateur. Pourtant, j'ai persisté. Chaque Thanksgiving et Noël, je faisais le voyage de retour. Pendant les vacances d'été, quand Bella était de retour de l'université, j'essayais de créer un lien avec elle, l'emmenant déjeuner et lui posant des questions sur ses intérêts et ses projets. Elle restait largement égocentrique, vérifiant fréquemment son téléphone pendant nos conversations et parlant principalement de fêtes, de plaintes concernant les professeurs qui en attendaient trop et de sa galerie changeante de petits amis. Alors que ma carrière continuait sa trajectoire ascendante, j'ai créé un algorithme révolutionnaire pour le traitement des données qui m'a valu une reconnaissance de l'industrie et une prime substantielle. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, seulement pour voir la conversation redirigée vers la difficulté de Bella à réussir son cours de statistique de base. Ma mère m'a demandé si je pouvais lui donner des cours en ligne, sans reconnaître l'importance de ma réussite. À 27 ans, j'avais accepté la réalité de ma dynamique familiale. Je maintenais le contact par devoir familial, mais je construisais de plus en plus ma vie autour d'amis et de collègues qui célébraient mes succès et offraient un soutien sincère lors des défis. Mon équipe au travail est devenue une seconde famille, avec des dîners hebdomadaires et des randonnées le week-end qui remplissaient mon calendrier social. Tout au long de ces années, j'ai continué à envoyer des cadeaux attentionnés pour les anniversaires et les fêtes, à appeler régulièrement et à faire des efforts pour maintenir la relation. Mon propre anniversaire, cependant, méritait généralement un bref appel téléphonique et peut-être une carte envoyée par la poste avec une carte cadeau à l'intérieur. J'ai accepté cette reconnaissance minimale comme la norme jusqu'à l'année où tout a changé. Mon 28e anniversaire tombait un mardi, un jour de travail comme les autres. Je m'attendais à l'habituel, un appel rapide de mes parents, peut-être une carte qui arriverait quelques jours en retard. Je suis allé au travail, j'ai reçu les félicitations de collègues qui avaient noté la date sur le calendrier du bureau et j'ai anticipé de vérifier mon téléphone pendant le déjeuner pour voir les appels manqués de la famille. Le soir venu, aucun appel n'était arrivé, aucun SMS, aucun email. J'ai vérifié ma boîte aux lettres physiques. Rien non plus.
Pensant qu'il prévoyait peut-être d'appeler après le dîner sur la côte, j'ai gardé mon téléphone à proximité tout en me préparant un simple repas d'anniversaire. 21h est passée. Puis 22h. À 23h, j'ai accepté qu'ils avaient complètement oublié. Pour la première fois en 28 ans, mon anniversaire était passé sans aucune reconnaissance de ma famille. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère, non pas pour me plaindre, mais simplement pour prendre des nouvelles. « Oh, Ernesto !» s'exclama-t-elle, sa voix trahissant une prise de conscience soudaine. « C'était ton anniversaire hier, n'est-ce pas ? Je suis tellement désolé, chérie. Nous avons été absolument débordés à aider Bella avec ses candidatures à l'université. Tu sais à quel point ce processus est stressant. » Je le savais. J'avais rempli mes dossiers de candidature en grande partie seul, avec seulement mon grand-père pour relire mes essais. Mais je n'ai pas mentionné cela. Ce n'est pas grave, maman. Je comprends que vous êtes occupé. Tu es un si bon fils, dit-elle, semblant soulagée. Nous nous rattraperons à Noël. Ce soir-là, mon ami Marcus m'a emmené dîner pour un anniversaire tardif. Quand je lui ai parlé de mes parents qui avaient oublié, son visage s'est assombri. Il ne te mérite pas, mec. Jamais. Il a levé son verre pour trinquer, à la création de nos propres familles avec des gens qui sont vraiment là. J'ai entrechoqué nos verres et souri, mais une partie de moi trouvait encore des excuses à mes parents. Ce n'était qu'un anniversaire. Tout le monde est occupé. Ils feraient mieux l'année prochaine. Mais ils ne l'ont pas fait. Mon 29e anniversaire a coïncidé avec une étape professionnelle importante, une promotion au poste de développeur senior avec une augmentation de salaire substantielle et des responsabilités élargies. Mon équipe a décoré mon bureau avec des ballons et m'a emmené déjeuner. Mon superviseur m'a offert un porte-document en cuir personnalisé gravé de mon nom et de mon nouveau titre. Tout au long de la journée, j'ai vérifié périodiquement mon téléphone, m'attendant à au moins un SMS de la famille. Rien n'est venu. Le soir, j'avais arrêté de vérifier et je me suis concentré sur le dîner avec des collègues qui étaient sincèrement heureux à la fois pour mon anniversaire et ma réussite professionnelle. À 23h30 ce soir-là, un SMS est finalement arrivé de ma mère. Désolé d'avoir manqué ton anniversaire. On aidait Bella à déménager dans son nouvel appartement. Appelle quand tu peux. Pas de « joyeux anniversaire ». Pas de félicitations pour la promotion que j'avais mentionnée lors de notre dernière conversation. Juste une autre excuse centrée sur ma sœur. J'ai maintenu mon schéma habituel de générosité malgré la blessure, envoyant des cadeaux de Noël attentionnés 2 mois plus tard. Un forfait week-end spa pour ma mère, des accessoires de golf haut de gamme pour mon père, et des lunettes de soleil de créateur pour Bella. Leurs cadeaux pour moi sont restés impersonnels. Un autre pull. Une autre carte cadeau. Le schéma répété d'être négligé a commencé à affecter ma santé mentale. J'ai commencé à voir un thérapeute, le docteur Allen, qui m'a aidé à traiter les émotions complexes entourant ma dynamique familiale. Ce que vous décrivez est un schéma courant dans les familles où il y a du favoritisme, a-t-il expliqué lors d'une séance. Votre réponse travailler plus dur, réussir davantage, donner généreusement est une tentative naturelle de gagner l'attention et l'approbation qui devrait être donnée librement. Alors, je devrais juste arrêter d'essayer, ai-je demandé. Pas nécessairement, mais vous pourriez envisager d'ajuster vos attentes et d'établir des limites plus saines. Votre estime de soi ne devrait pas dépendre de leur validation. J'ai pris son conseil à cœur, poursuivant les séances de thérapie à l'approche de mon 30e anniversaire. Cet anniversaire marquant semblait suffisamment important pour que ma famille s'en souvienne sûrement. Je l'ai mentionné lors d'appels téléphoniques dans les semaines précédant la date, notant nonchalamment que j'avais prévu une célébration de week-end avec des amis. Mes parents ont fait des commentaires vagues sur le fait d'appeler peut-être le jour même. Je n'ai pas insisté, espérant qu'ils feraient un effort pour cet anniversaire important sans y être incité. Le week-end est arrivé et j'ai profité des festivités que j'avais prévues avec des amis. Une randonnée le samedi suivie d'un dîner dans mon restaurant préféré. Le dimanche matin, mon vrai anniversaire, j'ai attendu l'appel qui n'est jamais venu. Le soir, je les ai appelés, ce que je faisais rarement le jour de mon anniversaire. Mon père a répondu, l'air distrait. « Oh, nous allions justement t'appeler », a-t-il dit, peu convaincant. « Joyeux anniversaire, mon fils. » En arrière-plan, j'entendais ma mère dire, « Dis-lui qu'on ne peut pas parler longtemps. » Bella est en pleine crise à propos de son petit ami.
L'appel a duré moins de 2 minutes. Mon 30e anniversaire reconnu par une conversation précipitée et un autre rappel que le drame mineur de Bella primait sur mon anniversaire marquant. Le même jour, un colis est arrivé de mon grand-père. Une montre chère avec un mot sincère à l'intérieur pour marquer non seulement 3 décennies de vie, mais 3 décennies de caractère et de réussite exceptionnelle. Tu me rends fier chaque jour. Avec amour, grand-père. Lors de ma visite suivante chez lui, la santé de mon grand-père déclinait visiblement. Nous avons une autre conversation la plus honnête sur ma situation familiale. J'ai vu cela se produire toute ta vie, a-t-il dit, sa voix plus faible mais son esprit toujours vif. Le comportement de tes parents n'est ni juste ni correct. J'ai essayé de leur en parler au fil des ans, mais ils ont des angles morts quand il s'agit de toi et de Bella. Pourquoi penses-tu qu'ils sont comme ça, ai-je demandé, exprimant enfin la question qui me hantait depuis des années. Certains parents favorisent inconsciemment l'enfant qu'ils perçoivent comme ayant le plus besoin d'eux. Bella a toujours été dépendante alors que tu as été autonome. Au lieu de voir ton indépendance comme une force, ils l'ont prise comme une permission de se concentrer ailleurs. Il m'a serré la main. Ne laisse pas le ressentiment te consumer, mais ne sois pas non plus un paillasson. Ta vie mérite d'être construite sur des relations réciproques. 3 mois après cette conversation, mon grand-père est décédé. Son absence a laissé un vide énorme. Il avait été mon supporter le plus constant, le seul membre de la famille qui me voyait et m'appréciait vraiment. Mon 31e anniversaire est arrivé pendant cette période de deuil. Je n'avais aucune attente de célébration, mais je pensais que peut-être mes parents feraient un effort spécial compte tenu de l'année difficile. La journée s'est écoulée sans un seul message d'un membre de la famille. Pas un SMS, pas un email, pas un appel. Quand j'ai parlé à ma mère la semaine suivante, elle n'a pas mentionné avoir manqué mon anniversaire. Au lieu de cela, elle a décrit avec enthousiasme comment ils avaient aidé Bella avec un acompte pour un condo, malgré le fait que ma sœur avait obtenu son diplôme 1 an plus tôt et n'avait toujours pas trouvé d'emploi stable. Nous voulons nous assurer qu'elle a un bon départ dans la vie, a expliqué ma mère. C'est si difficile pour les jeunes de nos jours. J'ai pensé à mon propre départ, travaillant pendant mes études, économisant assidûment, construisant ma carrière par un effort constant. Je n'avais jamais reçu une aide similaire, ni ne l'avais demandé, mais le contraste était frappant. Après cet appel, j'ai pris plus au sérieux les conseils de mon thérapeute sur les limites. J'ai commencé à espacer les appels avec ma famille, n'initiant plus le contact aussi fréquemment. J'ai arrêté d'envoyer des cadeaux élaborés, optant plutôt pour de simples cartes. J'ai décliné l'invitation à passer Pâques avec eux, citant des engagements professionnels qui n'existaient pas réellement. Créer une distance était de l'autoprotection, pas une punition. Je commençais à comprendre que chercher continuellement l'approbation de personnes peu disposées ou incapables de la fournir nuisait à mon bien-être. À l'approche de mon 32e anniversaire, j'ai pris une décision. Je ne rappellerai pas à ma famille la date à venir. Ce serait le test final de leur conscience et de leur considération. Si 5 années de suite passaient sans reconnaissance, je devrais réévaluer l'énergie que j'investissais dans ces relations. Le moment coïncidait avec la plus grande réussite professionnelle de ma carrière à ce jour, le lancement d'un produit logiciel innovant que j'avais conceptualisé et dont j'avais dirigé le développement. Le produit a immédiatement attiré l'attention de l'industrie, avec des publications technologiques présentant des interviews de moi sur le processus de développement et les applications potentielles. Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu des messages de félicitations de collègues, d'amis et même d'anciens professeurs qui avaient vu la couverture médiatique. Ma boîte de réception et mon téléphone se sont remplis de vœux pour le lancement du produit et pour mon anniversaire. De ma famille, il y a eu un silence complet. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail, pas de carte dans le courrier. Ce soir-là, Marcus s'est présenté à mon appartement avec une bouteille de champagne et des plats à emporter de mon restaurant préféré. Il avait pris sa journée de congé pour conduire 3 heures afin de célébrer avec moi. Je ne pouvais pas laisser mon meilleur ami célébrer seul, a-t-il dit en déballant la nourriture. Surtout pas avec tout ce que tu as accompli cette année. Pendant que nous mangions, je me suis retrouvé à raconter le schéma des anniversaires oubliés. 5 années consécutives maintenant. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement à ta vie, m'a alors demandé Marcus sans détour. Les relations devraient être réciproques. Qu'est-ce que tu retires du maintien de ces liens? Je n'avais pas de bonne réponse. La vérité était douloureuse mais indéniable. Ma relation avec mes parents et ma sœur était devenue entièrement à sens unique.
Je donnais de l'attention, de la considération et des soins. Ils donnaient des réponses occasionnelles dictées par l'obligation lorsqu'on les sollicitait directement. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer si fort, ai-je finalement dit. Non pas comme une punition, mais parce que c'est épuisant de continuer à investir dans des relations qui n'offrent rien en retour. Marcus a hoché la tête. Ce n'est pas abandonner. C'est avoir assez de respect pour soi-même pour s'éloigner des gens qui ne vous valorisent pas, même s'ils font partie de la famille. Cette nuit-là a marqué un tournant dans ma façon de penser. Je ne chercherai plus l'approbation ou la connexion de personnes qui avaient constamment montré qu'elles n'étaient pas intéressées à les fournir. 2 semaines plus tard, en consultant nonchalamment les réseaux sociaux, j'ai vu une publication de ma mère qui m'a glacé le sang. Là, dans mon fil d'actualité, il y avait plusieurs photos d'un SUV de luxe BMW X7 flambant neuf avec un énorme nœud rouge sur le dessus. Ma sœur se tenait à côté, rayonnante, avec nos parents l'encadrant fièrement. La légende disait, seulement le meilleur pour notre petite fille. Joyeuse remise de diplôme à notre précieuse Bella. Nous sommes si fiers de tout ton travail acharné et de tes accomplissements. J'ai fixé l'écran un instant, incapable de traiter ce que je voyais. Le véhicule coûtait facilement 70 000 $ ou plus. Ma sœur avait finalement obtenu son diplôme avec une moyenne de C de l'université d'État après 6 ans à changer de spécialisation et à échouer à des cours. Par des connaissances communes, j'avais appris que mes parents avaient payé pour toute son éducation, frais de scolarité, logement, plan de repas, tout. Pendant ce temps, j'avais travaillé à temps partiel tout au long de mes études au MIT, obtenu des bourses et obtenu mon diplôme avec un minimum de prêts que j'ai remboursé en 2 ans de travail. Je n'avais jamais attendu ou voulu que mes parents m'achètent un véhicule de luxe. Les cadeaux matériels n'étaient pas le problème. Ce qui m'a profondément blessé, c'était la disparité flagrante dans l'investissement émotionnel et la reconnaissance. Mes accomplissements significatifs ne méritaient rien, tandis que la réussite médiocre de ma sœur méritait une célébration extravagante et un véhicule qui coûtait plus que mon salaire de première année. Après avoir ruminé ces sentiments pendant une journée, j'ai décidé d'avoir une dernière conversation avec mes parents. Non pas pour me disputer ou exiger des explications, mais pour aborder calmement le schéma que j'avais observé tout au long de ma vie. Peut-être qu'ils n'étaient vraiment pas conscients de leur comportement. J'ai appelé un dimanche après-midi, sachant qu'ils seraient tous les deux à la maison. « Ernesto, quelle surprise !» a répondu ma mère. « Nous parlions justement de toi hier. »« Ah oui ?» ai-je demandé, en gardant un ton neutre. « Je voulais discuter de quelque chose avec toi et papa. Vous avez quelques minutes. » Mon père a rejoint l'appel et j'ai soigneusement expliqué que j'avais remarqué un schéma constant où mes réussites étaient minimisées tandis que celles de Bella étaient célébrées de manière extravagante. J'ai mentionné les 5 anniversaires oubliés consécutifs comme exemple. « Tu es un homme qui a réussi maintenant », a répondu mon père avec dédain. « Tu n'as pas besoin de fêtes d'anniversaire et de cadeaux à ton âge. » Il ne s'agit pas de cadeaux, ai-je clarifié. Il s'agit de reconnaissance et de considération égale. Eh bien, Bella a besoin de plus de soutien que toi, a ajouté ma mère. Tu as toujours été si indépendant et capable. Donc, je suis pénalisé pour être responsable, pour ne pas causer de problème. Personne ne te pénalise, a dit mon père, son ton devenant défensif. Tu fais toute une histoire pour rien. Nous sommes fiers de toi aussi. À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Bella en arrière-plan, puis le son du téléphone qui était passé. « Ernesto, as-tu vu ma nouvelle voiture ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Maman et papa m'ont offert le BMW X7 pour mon diplôme. N'est-ce pas incroyable? Et nous prévoyons un voyage en Europe pour l'été. Maman et papa paient pour tout pour que je puisse avoir du temps pour me trouver avant de commencer ma carrière. » Elle a continué à jacasser, inconsciente de la conversation qu'elle avait interrompue, détaillant les caractéristiques du véhicule et les pays qu'il prévoyait de visiter. Mes parents ne l'ont pas redirigé ou n'ont pas reconnu la discussion sérieuse que nous avions. Quand elle a finalement fait une pause, j'ai posé une question simple. « Bella, sais-tu quand est mon anniversaire ?» A-t-elle hésité. « En automne, en octobre peut-être. Mon anniversaire est en avril. » Elle s'était trompée de 6 mois. Nous aidons aussi Bella avec son loyer pour la première année, est intervenue ma mère, ne voyant apparemment rien de mal à cette annonce compte tenu de notre conversation actuelle. Juste jusqu'à ce qu'elle se trouve et s'établisse dans une carrière. À ce moment-là, j'ai réalisé avec une clarté absolue que rien ne changerait jamais.
Ce n'était pas un malentendu ou un oubli. C'était une dynamique fondamentale qui avait défini notre famille pendant des décennies et qui continuerait indéfiniment à moins que je ne me retire de l'équation. Je dois y aller, dis-je doucement. J'ai des projets ce soir. Ne sois pas contrarié, dit rapidement ma mère. Nous t'aimons aussi. Tu le sais. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. La déclaration d'amour semblait creuse après des décennies d'action qui démontraient le contraire. Le 4 juillet approchait et mes parents avaient lancé leur invitation annuelle pour le rassemblement familial. J'ai décliné par un simple SMS. Je ne peux pas venir cette année. Ma mère a répondu immédiatement. Tu nous manqueras. Peux-tu venir pour la fête du travail à la place? Aucune question sur la raison de mon absence. Aucune préoccupation apparente quant à la fin abrupte de notre conversation précédente. Juste la même interaction superficielle qui avait caractérisé notre relation pendant des années. Ce soir-là, je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à lister les preuves de notre relation à sens unique. Les cadeaux que j'avais offerts par rapport à ceux que j'avais reçus, les événements de la vie auxquels j'avais assisté par rapport à ceux auxquels ma famille avait participé, le soutien émotionnel que j'avais offert par rapport à celui qui m'avait été accordé. Le schéma était indéniable et avait été constant depuis l'enfance. Je n'imaginais pas les choses et je n'étais pas trop sensible. Les faits, présentés chronologiquement, racontaient une histoire claire de disparité. Lors de ma séance de thérapie suivante, j'ai discuté de ma décision de me retirer complètement du contact familial. Ce n'est pas une réaction impulsive, ai-je expliqué au docteur Allen. C'est l'aboutissement d'un schéma de toute une vie que j'ai essayé à plusieurs reprises d'aborder et de changer. Parfois, la distance est nécessaire pour la santé émotionnelle, a-t-il convenu. Non pas comme une punition pour eux, mais comme une protection pour vous-même. Avez-vous pensé à la manière dont vous voulez mettre en œuvre cette limite? Je ne veux pas de confrontation dramatique, ai-je dit. Je pense qu'ils utiliseraient cela pour me dépeindre comme irrationnel ou jaloux. Je préférerais simplement me retirer tranquillement et rediriger mon énergie vers des personnes et des relations qui sont réciproques et saines. Cela semble être une approche réfléchie, a hoché la tête le docteur Allen. Rappelez-vous que les limites peuvent être ajustées au fil du temps en fonction de vos besoins et de leurs réponses. Cela ne doit pas être une décision permanente du tout ou rien. Mais en quittant son cabinet, je savais que sans changements fondamentaux dans le comportement et la conscience de ma famille, des changements qu'ils n'avaient montré aucun intérêt à faire, cette limite deviendrait probablement permanente. J'ai abordé le désengagement de manière méthodique, comme j'aborderais n'importe quel problème complexe. Plutôt qu'une réaction émotionnelle, ce serait un plan soigneusement mis en œuvre pour protéger mon bien-être. D'abord, j'ai changé mon numéro de téléphone sans en informer ma famille. Mes amis proches, collègues et contacts importants ont reçu le nouveau numéro avec la demande de ne le partager avec personne d'autre. Ensuite, j'ai bloqué mes parents et ma sœur sur toutes les plateformes de médias sociaux. J'ai configuré des filtres de messagerie pour archiver automatiquement tous les messages provenant de leurs adresses, supprimant le fardeau émotionnel de voir leur nom dans ma boîte de réception, mais préservant les communications si jamais je voulais les consulter. J'ai contacté le portier et la direction de mon immeuble, leur demandant de refuser tout colis ou visiteur inattendu de membres de ma famille. J'ai invoqué des raisons de confidentialité plutôt que d'expliquer la situation complète. Ces étapes pratiques étaient simples à mettre en œuvre. Les aspects émotionnels se sont avérés plus difficiles mais tout aussi nécessaires. Le processus m'a rappelé mon approche professionnelle du débogage de logiciels, identifier et corriger systématiquement les vulnérabilités pour créer un système plus stable. Dans ce cas, le système était mon bien-être émotionnel, et les vulnérabilités étaient les multiples points d'accès que ma famille avait pour causer des perturbations et de la douleur. Le désengagement financier a nécessité des mesures plus formelles. J'ai pris rendez-vous avec un avocat pour mettre à jour mes documents légaux, retirant mes parents comme contact d'urgence et bénéficiaires de tous mes comptes et polices d'assurance. À la place, j'ai nommé une fondation caritative pour les étudiants en ingénierie défavorisés que je soutenais discrètement depuis des années. Une raison spécifique pour ces changements, a demandé l'avocat alors que nous finalisions les documents. Juste une mise à jour pour refléter ma situation et mes priorités actuelles, ai-je répondu, sans plus de détails. J'ai fermé le compte bancaire joint qui était resté ouvert depuis l'enfance, transférant le modeste solde sur mon compte personnel. J'ai annulé toutes les livraisons automatiques de cadeaux d'anniversaire et de vacances que j'avais programmées pour les membres de ma famille via divers services au fil des ans. Enfin,
j'ai rassemblé les objets de famille que mon grand-père m'avait donnés avant sa mort, des objets qu'il voulait spécifiquement que j'aie. Je les ai emballés avec soin avec une note neutre expliquant que je simplifiais ma vie et que je pensais que ces objets devraient rester dans la famille. J'ai expédié la boîte à l'adresse de mes parents avec un suivi pour assurer la livraison, mais sans exiger de signature qui nécessiterait une interaction directe. À chaque étape, je sentais un poids se lever. Je ne coupais pas les ponts par colère ou par vengeance, mais par instinct de survie et par désir d'investir mon énergie émotionnelle là où elle serait réciproque. Alors que je créais une distance avec ma famille biologique, je renforçais simultanément les liens avec ma famille choisie, les personnes qui avaient constamment été là pour moi au fil des ans. Marcus m'a invité à rejoindre sa famille pour un week-end dans leur chalet au bord du lac où nous avons pêché, fait des grillades et partagé des histoires autour de la cheminée. Ses parents ont posé des questions réfléchies sur le lancement récent de mon produit, ayant lu à ce sujet en ligne et gardé l'article pour me le montrer. Ses sœurs m'ont inclus dans leur taquinerie bienveillante comme si j'avais toujours fait partie de leur réunion de famille. Au travail, j'ai approfondi mes amitiés avec des collègues qui partageaient mes intérêts et mes valeurs. Des randonnées le week-end, des soirées de jeux de société et des projets parallèles collaboratifs ont créé une communauté qui semblait plus authentique que ce que j'avais connu avec ma famille biologique. J'ai commencé à sortir avec Alicia, une biologiste de la faune que j'ai rencontrée par un ami commun. Elle écoutait attentivement quand je parlais de mon travail, posait des questions perspicaces et partageait sa propre passion pour la conservation de l'environnement. Quand je lui ai parlé de ma situation familiale, elle a exprimé de l'empathie sans jugement. Les familles sont compliquées, a-t-elle dit. Parfois, la chose la plus saine est de créer un espace jusqu'à ce qu'une meilleure relation soit possible, si jamais elle l'est. Sa compréhension et son soutien ont renforcé le fait que je méritais des relations basées sur le respect mutuel et un intérêt sincère. J'ai également rejoint un programme de mentorat technologique, guidant de jeunes programmeurs issus de milieux défavorisés. Travailler avec des étudiants qui montraient un talent remarquable malgré des obstacles importants m'a donné un but au-delà de l'avancement de ma carrière. J'ai vu chez beaucoup d'entre eux la même motivation et la même détermination qui m'avaient porté à travers des années difficiles. Un étudiant, Raphaël, me rappelait particulièrement moi-même à 16 ans. Brillant mais peu soutenu par sa famille qui ne comprenait pas sa passion pour la technologie. J'ai passé plus de temps à revoir ses projets et à le mettre en contact avec des professionnels de l'industrie, lui fournissant les conseils que j'aurais souhaité avoir à son âge. Au fil des semaines et des mois, j'ai trouvé la paix dans ses nouvelles connexions et ses priorités redéfinies. Mon appartement, autrefois un simple endroit pour dormir entre les jours de travail, est devenu un véritable foyer avec des photos d'amis, des souvenirs de voyage et des espaces conçus pour recevoir les personnes qui comptaient pour moi. L'avancement professionnel s'est poursuivi pendant cette période de reconstruction personnelle. L'algorithme que j'avais développé a été plus largement adopté par l'industrie, ce qui m'a valu des invitations à prendre la parole lors de conférences technologiques. Mon entreprise m'a promu à la tête d'une plus grande équipe de développement, reconnaissant à la fois mes compétences techniques et ma capacité à cultiver le talent chez les autres. 6 mois après avoir mis en œuvre mon plan de limite, j'ai acheté une maison dans un quartier chic d'Austin, une maison moderne à 2 étages avec un espace de bureau dédié et des chambres d'amis pour les amis en visite. En arrangeant les meubles et en configurant mon réseau domestique, j'ai réalisé que je me sentais plus installé et content que je ne l'avais été depuis des années. L'anxiété constante de fond d'attendre la validation familiale avait disparu. Je ne vérifiais plus mon téléphone en attendant la déception ou n'élaborais plus de réponses prudentes conçues pour maintenir des liens fragiles. J'avais arrêté de fournir un travail émotionnel pour des personnes qui ne le remarquaient pas ou ne le rendaient pas. Plus important encore, j'avais cessé de définir ma valeur à travers le prisme déformé de l'approbation familiale. Mes réussites se suffisaient à elles-mêmes. Mes relations s'épanouissaient parce qu'elles étaient basées sur un échange authentique plutôt que sur une obligation. Mon expérience quotidienne semblait plus légère, délestée du poids des attentes non satisfaites. Ce n'était pas le résultat que j'aurais choisi dans un monde idéal. Dans ce monde, mes parents auraient reconnu leur schéma, admis la douleur qu'ils avaient causée et travaillé à construire une relation plus saine. Ma sœur aurait développé une conscience au-delà de sa perspective égocentrique. Mais j'avais accepté que je ne pouvais pas contrôler leur choix ou leur conscience. Je ne pouvais contrôler que mes propres limites et déterminer où investir mes ressources émotionnelles limitées. Certains pourraient considérer mon approche comme passive-agressive ou mesquine. Je la voyais différemment. Après des années de conversations directes qui n'ont mené nulle part, d'expression de ma peine seulement pour qu'elle soit rejetée, de me donner à fond seulement pour être considéré comme acquis,
je m'étais simplement éloigné d'une dynamique qui ne pouvait pas être réparée par mes seuls efforts. Il y avait une certaine simplicité élégante à disparaître sans drame, pas de confrontation finale, pas d'ultimatum, pas d'explication détaillée qui serait mal interprétée ou rejetée. Juste la cessation tranquille de l'effort de mon côté et les conséquences naturelles qui ont suivi. Un mois après avoir mis en œuvre mon plan, les premières tentatives de contact de routine ont commencé. Un SMS est arrivé sur mon ancien numéro. Joyeux anniversaire en retard. Désolé de l'avoir encore manqué. Appelle-nous quand tu auras une minute. Bise, maman. Mon anniversaire avait eu lieu 3 mois plus tôt. Cette reconnaissance tardive n'est arrivée qu'après que j'ai cessé d'initier le contact. Des messages vocaux se sont accumulés sur mon numéro déconnecté, automatiquement transférés vers un compte email que je vérifiais périodiquement. Mon père a laissé des messages concernant le dîner de famille du week-end prochain et la prise de contact pour les vacances. Ma sœur a envoyé un SMS demandant si je pouvais l'aider à trouver des contacts professionnels dans l'industrie technologique. Toutes ces tentatives de contact suivaient le même schéma que d'habitude. Il me contactait quand il voulait quelque chose de moi, sans aucune reconnaissance de la nature unilatérale de notre relation. Au début, il semblait supposer que j'étais simplement occupé par le travail. Les messages conservaient leur ton décontracté habituel, n'indiquant en rien qu'ils réalisaient qu'un changement fondamental s'était produit. 3 mois après le début de mon silence, leur approche a changé. Les messages de ma mère à mon ancienne adresse email sont devenus de plus en plus inquiets. Ernesto, nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis des mois. Est-ce que tout va bien? S'il te plaît, appelle-nous. Mon fils, nous commençons à nous inquiéter. Personne n'a eu de tes nouvelles. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu vas bien. Nous avons essayé d'appeler ton bureau, mais ils ne nous ont rien dit. Es-tu en colère contre nous pour une raison quelconque? Mon père a contacté mon entreprise, essayant de me joindre par des canaux professionnels. Le département des ressources humaines, suivant les protocoles de confidentialité standards, l'a simplement informé qu'il ne pouvait pas partager d'informations personnelles sur les employés. Mais je suis son père, aurait-il insisté, selon mon superviseur qui a mentionné l'appel. J'ai besoin de lui parler. Nous lui avons suggéré d'essayer de vous contacter directement, a dit mon superviseur, l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, l'ai-je rassuré. Je mets juste en place quelques limites nécessaires avec la famille. Elle a hoché la tête avec compréhension et n'a pas insisté. Sur les réseaux sociaux, ma sœur a commencé à publier des messages critiques. Certaines personnes pensent qu'elles sont trop bien pour leur famille une fois qu'elles ont réussi. C'est drôle comme quelqu'un peut juste disparaître alors que tu as toujours été là pour lui. Sa révision de notre histoire familiale était intéressante mais sans surprise. Dans son récit, elle avait toujours été là pour moi, une affirmation qui n'avait aucun fondement dans la réalité. À l'approche de Thanksgiving, les tentatives de contact se sont intensifiées. Mes parents ont envoyé des emails sur les plans de voyage et les heures de dîner comme si mon silence n'avait été qu'un léger problème de communication plutôt qu'un choix délibéré. Quand Thanksgiving est passé sans réponse, le ton de leur message a changé radicalement. Noël a représenté la première grande fête de famille où mon absence ne pouvait pas être expliquée. Mes parents ont envoyé des cadeaux à mon ancienne adresse, qui ont été retournés comme non livrables. Ils ont appelé mon numéro déconnecté à plusieurs reprises le jour de Noël. En janvier, par le biais de connaissances communes, j'ai appris que les photos de famille du rassemblement des fêtes semblaient visiblement tendues. Ma mère paraissait inquiète sur les images, son sourire habituellement parfait remplacé par une expression aux lèvres pincées. Même ma sœur semblait moins exubérante que d'habitude. Une ancienne voisine qui vivait encore près de mes parents a mentionné avoir croisé ma mère à l'épicerie. Elle m'a demandé si j'avais eu de tes nouvelles, a écrit la voisine dans un message. Elle semblait vraiment inquiète. Elle a dit qu'il n'arrivait pas à te joindre depuis des mois. C'était la première indication que mes parents avaient commencé à reconnaître aux autres que quelque chose n'allait pas. La famille qui avait présenté une image parfaite à la communauté pendant des décennies était maintenant confrontée à des questions auxquelles elle ne pouvait pas facilement répondre. 9 mois après le début de mon silence, la crise a atteint son paroxysme. Mon père s'est présenté à l'immeuble de bureau de mon entreprise à Austin, ayant traversé le pays à l'improviste. La sécurité a appelé pour vérifier si je voulais recevoir le visiteur. Je suis en réunion toute la journée, leur ai-je dit. S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas disponible.
Par les fenêtres du bureau, je l'ai regardé debout sur le trottoir pendant près d'1 heure avant de finalement partir. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les épaules légèrement voûtées. Un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Puis, je me suis souvenu des décennies de négligence émotionnelle qui avaient mené à ce point. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris par Marcus que ma mère avait engagé un détective privé pour confirmer que j'étais vivant et en bonne santé. Le détective m'avait apparemment observé dans ma routine normale travaillant, faisant des courses, rencontrant des amis pour dîner et avait rapporté que je semblais m'épanouir, mais que je choisissais de ne pas avoir de contact. Ta mère a appelé mes parents pour essayer d'avoir ton nouveau numéro, m'a dit Marcus lors de notre appel vidéo hebdomadaire. Ils lui ont dit qu'il n'était pas à l'aise de s'en mêler. J'apprécie cela, ai-je dit sincèrement. Elle semblait sincèrement confuse quant à la raison pour laquelle tu as coupé le contact, comme si elle ne comprenait honnêtement pas ce qui s'était passé. C'est une partie du problème, ai-je expliqué. Ils n'ont jamais reconnu leur comportement ou son impact. Même maintenant, ils sont plus préoccupés par la perturbation de leur récit que par la compréhension de mon expérience. Le développement le plus surprenant est venu lorsque ma sœur a laissé un message vocal en larmes à Marcus, le suppliant d'intervenir. Elle a dit, et je cite, « Nous avons toujours été une famille si proche. Je ne comprends pas pourquoi il nous fait ça », a rapporté Marcus, son expression indiquant à quel point il trouvait cette affirmation absurde. Réécriture classique de l'histoire, ai-je noté. Je lui ai dit que je ne m'en mêlerais pas, mais j'ai suggéré que votre famille devrait peut-être faire une sérieuse réflexion sur la façon dont ils t'ont traité au fil des ans. À ce stade, mes parents avaient été forcés de reconnaître à la famille élargie et aux amis que quelque chose de significatif s'était produit. L'image de la famille parfaite s'était fissurée, révélant le dysfonctionnement sous-jacent. Selon des connaissances communes, ils avaient commencé à présenter la situation comme si j'avais une sorte de crise de santé mentale ou que j'étais sous de mauvaises influences ou n'importe quoi pour éviter d'examiner leur propre comportement. L'ironie ne m'a pas échappé. Après des années où le comportement réellement préoccupant de ma sœur avait été minimisé ou encouragé, ma saine prise de distance était pathologisée. Cela correspondait parfaitement au schéma établi. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que mon silence ne visait pas à les punir. Il s'agissait de donner enfin la priorité à mon propre bien-être. Après des décennies à placer leurs besoins et leurs sentiments au-dessus des miens, leur panique n'était pas mon objectif, mais simplement une conséquence naturelle de la perte soudaine du membre de la famille qu'ils avaient pris pour acquis. Alors que le premier anniversaire de mon désengagement approchait, je me sentais étonnamment en paix. Ma vie avait trouvé un nouvel équilibre centré sur des relations réciproques et un travail significatif. L'absence de drame familial avait créé un espace pour la croissance personnelle et des liens authentiques. Je me demandais parfois si mes parents et ma sœur avaient tiré des leçons de cette expérience. Avaient-ils réfléchi au schéma qui avait mené à ce résultat? Avaient-ils reconnu leur rôle dans la création d'une dynamique familiale qui s'était finalement avérée insoutenable? Ou attendaient-ils simplement que les choses se tassent pour que nous puissions revenir au même schéma dysfonctionnel? Les réponses à ces questions comptaient moins pour moi maintenant. J'avais cessé d'organiser ma vie autour de leur perception et de leur approbation. Quelles que soient les leçons qu'ils pourraient ou non apprendre, c'était leur propre responsabilité, pas la mienne. 1 an après avoir mis en œuvre mon plan de limite, ma vie s'était transformée de manière à la fois subtile et profonde. Ma carrière a poursuivi sa trajectoire ascendante avec une promotion au poste de directeur de l'ingénierie, supervisant plusieurs équipes de développement et des initiatives de produits stratégiques. Ma relation avec Alicia était devenue sérieuse, avec des discussions sur notre avenir commun de plus en plus concrètes. Le changement le plus significatif, cependant, était interne. Le sentiment persistant de ne pas être « assez », qui m'avait accompagné depuis l'enfance s'était enfin calmé. Grâce à une thérapie constante, des amitiés solides et une distance par rapport au schéma toxique, j'avais développé un sentiment stable d'estime de soi, non dépendant de la validation externe. Un mardi ordinaire, 13 mois après notre dernier contact, une enveloppe manuscrite est arrivée à mon bureau. L'assistante administrative qui triait le courrier a reconnu le nom de mon père sur l'adresse de l'expéditeur et m'a demandé si je voulais la recevoir. Après un moment de réflexion, j'ai accepté l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, la première que mon père m'ait jamais envoyée. « Cher Ernesto », commençait-elle. Après 1 an de réflexion, j'écris non pas pour trouver des excuses, mais pour reconnaître des échecs que je commence seulement maintenant à comprendre. Ton absence nous a forcés à affronter des schémas que nous avions normalisés pendant des décennies.
Un thérapeute familial nous a aidés à reconnaître l'étendue de notre traitement inégal et les dommages qu'il a causés. Je ne prétendrai pas que nous comprenons tout encore, mais nous nous engageons à travailler pour devenir de meilleurs parents, même pour nos enfants adultes. Quelle que soit ta décision concernant les contacts futurs, sache ceci, tu méritais mieux, et cet échec nous incombe entièrement, pas à toi. La lettre continuait avec des reconnaissances spécifiques de moments où ils avaient rejeté mes réussites ou priorisé Bella injustement. Elle mentionnait les séances de thérapie qu'ils avaient commencé à suivre en famille, y compris Bella, qui avait du mal à reconnaître son rôle mais s'engageait dans le processus. J'ai lu la lettre plusieurs fois, examinant attentivement ma réponse émotionnelle. Il n'y a eu aucune vague de pardon dramatique ni de désir de renouer immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ressenti une reconnaissance tranquille que cela représentait quelque chose de nouveau, la première véritable prise de responsabilité après des décennies de déni. Lors de ma séance de thérapie suivante avec le docteur Allen, j'ai apporté la lettre. « Quelles sont vos pensées à ce sujet ?» a-t-il demandé après l'avoir lu. « Cela semble sincère », ai-je dit. Mais une lettre n'efface pas des années de schéma ni ne garantit un changement de comportement. Très vrai. Envisagez-vous de répondre ? Je ne suis pas encore sûr. Une partie de moi pense que toute réponse pourrait être interprétée comme si tout était instantanément réparé. Une autre partie reconnaît que reconnaître un comportement nuisible est une première étape importante. Ce sont des considérations réfléchies, a noté le docteur Allen. Rappelez-vous que vous contrôlez le rythme et l'étendue de toute reconnexion. Des limites saines ne visent pas un isolement permanent, mais à s'assurer que les interactions sont respectueuses et réciproques. Au cours des semaines suivantes, j'ai examiné mes options avec soin. La vérité était que ma vie était devenue pleine et équilibrée sans la présence de ma famille. Toute réintroduction devrait améliorer plutôt que perturber cet équilibre durement gagné. J'ai également réfléchi à la nature des schémas familiaux. Le comportement de mes parents n'était pas sorti de nulle part. Ils avaient probablement hérité de dynamiques dysfonctionnelles de leur propre éducation. Comprendre cela n'excusait pas leurs actions, mais fournissait un contexte qui m'a aidé à traiter le passé avec une plus grande compassion. Après 14 mois de silence complet, j'ai composé un email à mes parents. Non pas un retour précipité à la connexion, mais une ouverture prudente d'une porte qui avait été fermement close. J'ai reçu la lettre de papa. Merci pour la reconnaissance des schémas qui ont mené à ma décision de créer une distance. L'année écoulée a été une période de croissance personnelle et de guérison importante pour moi. Je me suis construit une vie épanouissante avec des relations de soutien et une satisfaction professionnelle. Si vous êtes sincèrement intéressé à établir un nouveau type de relation à l'avenir, j'aurai besoin de plusieurs choses, une thérapie familiale continue de votre part. La reconnaissance des schémas passés de la part de toutes les personnes impliquées, y compris Bella, le respect des limites que j'établis, et la compréhension que la confiance se reconstruit lentement par des actions constantes, pas par des déclarations. Je suis ouvert à commencer par une communication par email occasionnelle pour voir si une connexion plus saine est possible. Cependant, je veux être clair sur le fait que je maintiendrai les limites nécessaires à mon bien-être, et tout retour aux anciens schémas entraînerait à nouveau mon retrait. Il ne s'agit pas de punition, mais de s'assurer que les relations dans ma vie sont réciproques et respectueuses. J'ai envoyé l'email sans attendre de réponse particulière. J'avais appris que ma paix ne pouvait pas dépendre des réactions ou des choix des autres. Leur réponse est arrivée 2 jours plus tard. Un email conjoint exprimant leur surprise d'avoir de mes nouvelles mais acceptant les conditions que j'avais exposées. Ils ont joint une lettre de leur thérapeute familial, avec permission, confirmant leur assiduité et le travail qu'ils avaient accompli pour reconnaître les dynamiques familiales nuisibles. Le plus surprenant a été un email séparé de Bella. Je ne comprenais pas pourquoi tu avais disparu, mais la thérapie m'a ouvert les yeux sur la façon dont nous avons été traités différemment. Je suis encore en train de traiter beaucoup de choses, mais je voulais que tu saches que j'essaie de comprendre ta perspective et ma part dans tout cela. Si tu es d'accord, j'aimerais travailler à devenir de vrais frères et sœurs, pas seulement des gens qui ont grandi dans la même maison. Cela a marqué le début d'un processus de reconstruction très lent et prudent. Nous avons commencé par des emails occasionnels, puis sommes passés à des appels vidéo programmés toutes les quelques semaines. J'ai maintenu des limites fermes sur les sujets, la fréquence des contacts et les attentes. Lorsque les anciens schémas réapparaissaient, comme cela arrivait parfois, je les identifiais calmement sur le moment plutôt que d'absorber silencieusement la blessure. 6 mois après cette reconnexion prudente, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans un lieu neutre, un restaurant dans une ville à mi-chemin entre nos maisons.
La conversation était parfois gênante, parfois émouvante, mais fondamentalement différente de nos interactions avant la séparation. Ils ont posé des questions sur ma vie et ont réellement écouté les réponses. Ils ont parlé de leur découverte en thérapie avec ce qui semblait être une réflexion sincère.